Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous suivre. Nous sommes en direct pour 90 minutes. L'actualité est marquée par la visite du président de la République au Portugal, une visite qui s'inscrit dans cette nouvelle optique visant à l'élargissement des partenariats internationaux et de donner un nouveau souffle à la coopération entre Alger et Lisbonne, dans les domaines économiques en particulier. Nous évoquerons également la nécessité d'élargir nos partenariats dans le bassin méditerranéen, plus particulièrement avec la rive nord de la Méditerranée. L'accroissement est préoccupant et sans précédent des catastrophes et des phénomènes extrêmes comme les séismes, les inondations, les ouragans, les incendies ou encore la désertification et les risques géologiques qui frappent le monde ces dernières années exigent davantage d'efforts pour en relever les défis et contenir l'impact de ces risques majeurs. La problématique a été posée samedi dernier à Alger lors du colloque international sur la réduction du risque sismique. On en parlera avec nos invités. Et nous terminerons avec le 4e plan d'aménagement de la capitale prévu par la wilaya d'Alger, le plan bleu. Il consiste à reconquérir le front de mer pour renouveler la relation étroite qui liait le citoyen à son littoral qui s'étend sur 80 km. Selon le Wali, de nombreux projets, dont des parcs marins, seront réalisés en bordure du littoral pour offrir aux citoyens plus d'espace de loisirs. Ce sont nos 3 thématiques pour ce 90 minutes. Nous allons donc commencer avec le premier sujet qui portera sur les relations algéro-portugaises. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Mahfoud Kaoubi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, merci, ou expert en économie. Je vous laisse choisir le terme exact. Je dirais analyste économique. Analyste économique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous avons avec nous, comme à l'accoutumée pour ces questions économiques, Mohamed Achir. Bonsoir, également expert en économie et consultant de Canal Algérie sur ces questions-là. Nous allons donc revenir sur cette visite du président de la République au Portugal. On le sait, le niveau de coopération entre l'Algérie et le Portugal, dont les relations diplomatiques remontent à 1975, a été une occasion pour donner un nouveau souffle à la coopération algéro-portugal. L'Algérie et le Portugal œuvrent pour transformer ce contexte de crise économique en une opportunité pour le développement des deux pays. Aujourd'hui, c'est cela. On sait que les échanges économiques entre Alger et Lisbonne pourraient s'améliorer. Ils ne sont pas très importants, mais il est important de garder ces relations avec ce pays. Oui, justement, les relations ne sont pas assez dynamiques et le niveau des échanges est bien en dessous des capacités dont disposent les deux économies. Ce qui nous permet d'être un petit peu optimiste par rapport à l'avenir des relations algéro-portugaises, que ce soit dans le domaine des échanges commerciaux, mais surtout dans le domaine de l'investissement mutuel. Donc, les possibilités sont énormes et l'avenir pourrait être nettement meilleur par rapport aux réalisations d'aujourd'hui. On parle d'échanges commerciaux qui ne dépassent pas les 450 millions d'euros. Comme le disait professeur Kaoubi, aujourd'hui on peut nettement les améliorer en profitant des expériences des uns et des autres dans certains domaines. Sur quoi peut-on aujourd'hui s'inspirer pour l'économie du Portugal ? L'économie portugaise est une économie très diversifiée. C'est une économie, certes, c'est une économie, je dirais, moyenne, avec 225 milliards de dollars de PIB. Donc pratiquement, on a presque le même PIB que le Portugal. Mais c'est une économie très diversifiée. C'est une économie qui s'est développée depuis au moins ces 2 dernières décennies, en basculant vers des secteurs à forte valeur ajoutée, notamment le secteur industriel, ou bien les industries manufacturières. Donc le secteur industriel actuellement, il représente 19 à 20% du PIB de l'économie portugaise. Par contre, l'agriculture, il y a des années, elle représentait 10% du PIB de l'économie portugaise et aujourd'hui, elle ne représente que 2,2%. Mais avec un fort potentiel à l'export. L'économie portugaise, elle a exporté l'année dernière 2 milliards de dollars de produits frais agricoles. Et avec une population active participant à ce secteur, une population de 6% de la population active globale. Cela montre que c'est une agriculture qui utilise intensivement les technologies et qui est très modernisée.
Donc, mais si on prend par exemple en Algérie, on a 2 millions de population active dans l'agriculture, mais on exporte beaucoup moins que... Donc cela peut nous aider justement, l'expérience de professionnalisation de l'activité agricole, de modernisation de l'agriculture et de l'usage de l'agriculture intensive avec des technologies. Donc ça va nous permettre de nous inspirer un peu de leur expérience. Donc c'est une économie à très forte valeur ajoutée, compétitive. Sur le plan industriel également, c'est une économie qui s'est développée surtout dans la sous-traitance industrielle, automobile et dans la fabrication des moules, surtout dans le secteur automobile. Donc elle sous-traite beaucoup de grandes marques européennes. Et puis elle a un réseau aussi de petites entreprises. En réalité aussi, c'est une économie qui est un peu... pas de la taille de l'économie italienne, mais c'est une économie qui est basée davantage sur la PME, la petite et moyenne entreprise. J'allais faire justement le parallèle. On parle souvent de l'Italie comme un exemple pour sa réussite dans les PME. Aujourd'hui, le Portugal, en quoi il peut nous inspirer? On sait que l'Algérie se trouve un peu au centre de la Méditerranée. Il y a de véritables opportunités qui s'offrent à nous. Quel genre d'industrie ou de services pouvons-nous développer chez nous? De quelle expérience pouvons-nous profiter du Portugal? M. Achille parlait de cette expérience, cette capacité qu'a le Portugal à se reprendre. Donc il y a une capacité d'organisation et puis il y a une assez bonne compétitivité des entreprises portugaises. Pour rappel, en 2008, l'économie portugaise a subi de plein fouet la crise et a enregistré des chiffres très très négatifs en matière de croissance. Mais sa capacité de se relever démontre que le pays a une expérience en matière de reprise et en matière d'organisation, chose qui est très importante. Oui. Donc il y a de la maîtrise des processus de production et il y a de la maîtrise dans le domaine de l'organisation et du management. L'Algérie manque énormément, d'après les études établies dans le domaine de l'industrie plus particulièrement et dans d'autres secteurs d'activité, de cette maîtrise des processus de production, cette organisation, notamment dans les petites et dans les moyennes entreprises. Et je pense que des joint ventures avec des entreprises, qu'elles soient portugaises ou italiennes, pourraient répondre à cette contrainte de taille d'entreprise et de l'autre côté à ce manque de maîtrise. Et donc ça pourrait aller vers une synergie gagnant-gagnant entre les deux pays. Maintenant, il y a les différents ajustements qui doivent être faits dans tout le domaine de l'environnement de l'entreprise au niveau micro principalement et d'aller vers ces joint ventures. Des ajustements ont été faits dans le domaine de la législation, dans le domaine institutionnel. Maintenant, c'est cette libre circulation et cette dynamique micro, cette logique de formation de la valeur par le bas qui devrait être favorisée. Et je pense qu'on est sur cette voie qui privilégie donc le partenariat entre les entreprises petites et moyennes. Maintenant, vous m'avez posé la question dans quel secteur d'activité. Moi, je dirais que il faudrait faire des choix stratégiques aujourd'hui. Oui, les choix sont exposés quand on revient au coût de l'investissement. Donc il y a des secteurs qui ont été déterminés comme prioritaires. Donc on a la sidérurgie, l'industrie, le domaine des technologies, le tourisme et donc les 7 secteurs qui ont été cités à titre prioritaire et qui bénéficient d'avantages privilégiés ou spécifiques. Maintenant, je dirais que tous les secteurs, on a un potentiel énorme dans tous les secteurs d'activité et qui pourrait, dans une logique de complémentarité dans le cadre de la ZLECAf, donner lieu à de grandes opportunités. Maintenant, quelle est la politique du Portugal et de l'Italie, puisqu'on parle du bassin méditerranéen, qui reste aussi rattaché à la logique de l'Union européenne. Bien sûr. Donc, il y a Est-ce qu'il faut favoriser des accords, des partenariats bilatéraux à ce moment-là plus oui, certainement. favorables pour nous? Pour rester objectif aussi, les États de l'Union européenne ont une stratégie d'ensemble sur les questions les plus importantes. Et là, je dirais que d'une part, il y a cette question bilatérale qui est importante,
Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier que les questions se négocient et se discutent dans le cadre de groupements économiques, parce que c'est comme ça que les choses se font. Alors justement, vous parliez tout à l'heure du Code de l'investissement. Le président de la République a présidé conjointement avec le Premier ministre portugais la cérémonie de signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente dans divers domaines de partenariat et de coopération entre l'Algérie et le Portugal. Un forum d'hommes d'affaires algéro-portugais s'est tenu avec la participation d'une 60aine d'hommes d'affaires algériens et portugais. Il a tenu à rassurer sur le climat des affaires en Algérie en rappelant tous les efforts qui ont été faits pour le Code de l'investissement. Je vous propose de l'écouter. Du partage du développement avec nos amis portugais. Ils nous connaissent et nous les connaissons. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises actuelles portugaises installées en Algérie qui travaillent à l'aise. Surtout maintenant avec la nouvelle loi sur l'investissement, qui est une loi qu'on pense assez libérale et assez protectrice de l'investissement, pour que les gens viennent investir en Algérie. Donc j'encourage les amis portugais, les hommes d'affaires portugais et les hommes d'affaires algériens à s'entendre sur un avenir commun économique, en plus que les relations politiques et les relations sociales sont très fortes avec le Portugal. Voilà, on l'a entendu. Donc aujourd'hui, il faut se rapprocher des investisseurs des deux pays, définir les opportunités d'investissement. On l'a dit, il y a eu des mémorandums d'entente qui ont été signés, notamment avec les start-up. Aujourd'hui, il faut aller dans cette logique, comme le précisait professeur Kaoui, de vue d'ensemble ou de bilatéralisme. Oui, enfin, il y a le bilatéralisme entre les deux pays, parce qu'il y a aussi ce passé quand même fructueux et cette entente entre l'Algérie et le Portugal. Donc il y a quand même aussi d'abord il y a la question géographique, nous sommes dans la Méditerranée. Deux, il y a l'histoire, donc il y a des liens historiques, mais aussi il y a des positions honorables de l'Algérie vis-à-vis du processus de démocratisation du Portugal. Donc cela aussi constitue comme un actif important. Maintenant, sur le plan de relations bilatérales, effectivement, l'Algérie a cette approche à la fois multilatérale et bilatérale. Donc, il entretient ses relations bilatérales avec tous les pays de l'Union européenne, comme il est aussi dans le multilatéralisme avec des ensembles régionaux comme l'Union européenne. Maintenant, ce qu'il a dit, Monsieur le Président de la République, il est très intéressant du point de vue de partage, justement. Il parle de partage de la valeur ajoutée dans les chaînes de valeur régionales. Parce que c'est ça un peu l'avenir maintenant. Et il y a quand même une reconfiguration des chaînes de valeur mondiales, je dirais depuis 2010, mais c'est accéléré avec le Covid-19. Donc il y a maintenant une certaine relocalisation, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure. Donc cette relocalisation va faire de la rive sud de la Méditerranée et de l'Algérie, qui est un pays central de la Méditerranée, un pays très important dans la géographiquement et géostratégiquement, historiquement, et même économiquement, parce qu'il offre beaucoup d'opportunités, il a un potentiel énorme. Donc à partir de là, effectivement, il faut privilégier le partage de la valeur entre des entreprises algériennes et portugaises, c'est-à-dire comment y aller dans des jointes ventures, comme il a dit M. Kaoubi, comment y aller vers des partenariats par filière ou par activité, et des partenariats stratégiques, c'est-à-dire avec des grands groupes, ou même avec de la sous-traitance, c'est-à-dire comment faire sous-traiter des entreprises algériennes au profit des entreprises du côté Portugal, ou l'inverse. Donc c'est ça. Donc comment créer ces chaînes de valeur régionales entre l'Algérie et le Portugal. Et maintenant le potentiel à présenter et le climat des affaires de l'Algérie s'est amélioré davantage. D'abord, du point de vue de tout ce qui est arsenal juridique, il y a une révolution, je dirais, dans la loi 22-18 sur l'investissement, surtout la question de 49-51%, la loi de préemption. Aujourd'hui, même les idées, s'ils viennent et décident de retourner, donc on ne les prive pas de ce droit, c'est-à-dire de remise en cause.
conséquence de leur choix initial d'investissement. Déjà ça améliore davantage le climat. On a la loi monétaire et bancaire aussi qui est votée par le Sénat récemment et qui va être prochainement publiée dans le journal officiel. Donc tout ça, ça donne quand même une nouvelle dynamique pour l'économie, pour le climat d'investissement. Ça donne une dynamique sur le plan interne. Aujourd'hui encore, on n'arrive pas à avoir ce retour d'investissement. Est-ce qu'il faudrait faire un plus grand forcing sur il y a la diplomatie économique qu'on a essayé de déployer. Comment faire aujourd'hui pour devenir un véritable pays attractif? Moi, je pense, pour reprendre une des phrases de M. le Président de la République, les agents économiques. Au-delà des ajustements institutionnels macro, l'économie est aussi et surtout une dynamique des acteurs au niveau micro. Donc les entreprises elles-mêmes, les banques, donc les entités qui opèrent au niveau micro. Et là, donc l'appel est donné aux entreprises algériennes d'être plus dynamiques, d'être mieux organisées et d'avoir de la vision. Plus moderne aussi. Donc une modernisation. Aujourd'hui, les nouvelles technologies sont essentielles. Si on veut parler du secteur de l'agriculture, la modernisation s'impose. Oui. Enfin, les chiffres sont quand même implacables entre ce que réalise le Portugal grâce à la modernité, à la nouvelle technologie. Oui. Et le reflet d'une organisation et d'une capacité d'adaptation. Et là, on doit, donc, au niveau des entités économiques, donc les mariages se font entre deux parties qui parlent le même langage. Donc on ne peut pas parler de langue, sauf exception, et pouvoir faire un mariage qui est appelé à durer. Et là, le langage que connaît le monde de l'économie, c'est une formulation d'une stratégie, avoir une formulation de traduire la stratégie en organisation et en acte, et donc d'avoir des outils qui permettent donc de maintenir et de créer ces joint ventures. Et c'est sur cela qu'on doit énormément travailler dans l'avenir. Il faut avoir aussi les infrastructures nécessaires. On parle de relocalisation des entreprises. Il faut aussi avoir aujourd'hui des industries prêtes à l'emploi, des usines prêtes à l'emploi où l'investisseur vient carrément poser ses valises et... Oui, cette dynamique sur laquelle j'insiste, donc on a un foncier industriel qu'il faut régler rapidement. Et là, c'est de parler le même langage en termes déjà de timing. L'heure économique n'est pas l'heure administrative, n'est pas l'heure juridictionnelle. Et là, de l'autre côté, ils ont l'air logique. Et comme on a en matière d'attractivité, le problème ne se pose même pas. En termes de dotation factorielle, l'Algérie est un territoire qui dispose d'énormément de potentialités. Maintenant, c'est cette capacité de traduire. Si du côté institutionnel des ajustements ont été faits, d'autres qui permettent de parler marché. Parce que le terrain sur lequel se joue l'économie, c'est le marché. Et le marché, c'est un environnement financier, c'est des entreprises et donc une logique marchande et non pas une logique rentière. Parce que, et pas à partir de là, que ce soit avec le Portugal ou avec un autre pays, les entreprises, quand elles parlent affaires, elles parlent un langage qui est universel. Et à partir de là, il faut qu'on se muscle, qu'on développe notre environnement d'entreprise en ayant des entreprises saines, organisées, qui se projettent et qui mettent en œuvre les outils qui permettent donc de créer des synergies et qui permettent d'aller dans la durée. Donc c'est cette seconde vision sur le long terme. Partie d'ajustement qu'il faut faire. Maintenant, dans cette population d'entreprises, je dirais qu'il y a beaucoup de success stories privées, certains publics, donc il faudra dupliquer et qu'il faudra généraliser. Et c'est à partir de là qu'on pourra tisser des relations gagnant-gagnant avec des entreprises portugaises ou autres. Alors nous sommes quand même un pays solvable, nous n'avons pas de dette et le président de la République a tenu à le rappeler aujourd'hui lors de sa visite au Portugal. Je vous propose de l'écouter. Concernant l'Algérie, ces derniers temps, elle est dans l'actualité internationale. Vous savez que c'est le seul pays actuellement africain, pratiquement, qui n'a aucun centime de dette. C'est un pays qui n'est pas endetté, c'est un pays
extrêmement solvable. C'est un pays qui est en train de reconvertir son économie, sortir de l'omniprésence des hydrocarbures dans l'économie algérienne pour passer à autre chose. Et nous sommes arrivés, Dieu merci, en 2 ans, à exporter pratiquement 20 à 30% de la valeur d'hydrocarbures en produits autres que les hydrocarbures, puisque nous avons terminé l'année 2022 avec presque 7 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Donc on a tous les atouts aujourd'hui pour devenir ce hub dont on parle assez souvent au niveau de la Méditerranée, dans le pourtour méditerranéen et dans le pourtour africain. Aujourd'hui, on s'ouvre vers la Méditerranée côté rive nord, mais nous avons tous les atouts nécessaires, même en termes de solvabilité. Oui, parce que Covid-19 a fragilisé beaucoup d'économies dans le monde, beaucoup de pays, y compris les pays développés. Mais l'Algérie, quand même, a manifesté une capacité de résilience importante lors de la Covid-19. Et aujourd'hui, on voit le retour aux grands équilibres macroéconomiques et macrofinanciers. D'abord, on n'a pas de dette extérieure. Et en termes aussi de la sphère budgétaire, il y a une très très bonne amélioration de la sphère budgétaire. En termes de la sphère monétaire, la Banque d'Algérie est en train même d'appliquer des reprises de liquidités au niveau des banques, parce qu'on a des surliquidités, même au niveau des banques, avec même l'encours de 11 000 milliards de dinars de crédit à l'économie et des liquidités bancaires de 1800 milliards de dinars. Donc, en termes de suffisance financière, nous avons quand même une solvabilité déjà assez importante. Et cela, effectivement, ça fait partie c'est-à-dire des signaux d'attractivité d'un pays. Et ce qui est aussi, en termes d'avantages aussi, le coût de l'énergie. Oui. Le coût de l'énergie, attention, en Europe... La main-d'œuvre, le coût de l'énergie... Le coût de la main-d'œuvre, oui, le coût de la main-d'œuvre, le coût de l'énergie, même le coût des services publics aussi. Tout ça, ça fait partie aussi des coûts de production. Donc tout ça, ça donne quand même un environnement très attractif. Et ça donne aussi une certaine, quand même maintenant, stabilité, parce qu'il y a ce socle institutionnel de loi, etc., qui est là pour accompagner ces avantages, je dirais, comparatifs de notre pays. Maintenant, c'est une étape qui doit être bien sûr suivi par une autre étape, c'est des investissements sur le terrain, c'est des partenariats avec des entreprises étrangères. Il faut continuer dans cet affranchissement vis-à-vis des hydrocarbures. C'est vrai, on a exporté pour 7 milliards de dollars, mais on a la capacité d'exporter encore plus. J'ai dit, le Portugal, c'est une économie moyenne de 225 milliards jusqu'à 250, parce qu'avec le Covid, il y a eu une baisse drastique de PIB. Mais en 2 décennies, quand même, ils ont réussi à se relever. Encore, Portugal, avant, c'était aussi un peu l'agriculture, c'était un peu le cuivre, c'était un peu le liège, l'exportation, c'est le premier exportateur, je crois, du liège, c'est-à-dire, il n'était pas vraiment diversifié. Maintenant, ils ont une valeur ajoutée de 96 milliards de dollars de valeur ajoutée dans l'industrie, des produits industriels, des produits manufacturiers, etc. Et puis, c'est une économie qui exporte environ 60 milliards de dollars. Pas de cuivre, mais c'est des produits industriels. Donc, notre économie est là, le potentiel de diversification, d'exportation. Il faut continuer dans cette stabilité institutionnelle surtout, parce que et continuer dans cette ouverture. Il faut de l'ouverture. Aujourd'hui, il faut traduire toute cette volonté politique en action. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut aller. Il faudrait aussi se projeter peut-être dans l'avenir. On en parlait tout à l'heure, la population européenne est vieillissante aujourd'hui. Nous avons cette jeunesse, cette force de la jeunesse. Il y a aussi un moyen de jouer sur cette carte, sur cet atout. Oui, il y a ce facteur population. Il y a aussi... Développer des services en fonction de ce que nous avons en face de nous. Et c'est ça, les capacités d'adaptation par rapport à un environnement. Donc un environnement européen qui nous offre des possibilités de nous positionner sur certains services, tourisme. C'est ça, voilà. Donc, pourrait jouer sur. Bien sûr, plein de pays, ils ont fait. Bon, je cite la Turquie par exemple, ils se sont positionnés sur des segments d'activité économique, que ce soit la médecine. C'est ça, ou les retraités viennent un peu.
Donc on peut finir leur jour au sud. Voilà. Donc, on a des atouts dans tous les secteurs d'activité. C'est ça ce qui singularise un petit peu l'Algérie par rapport à son potentiel. Et puis, on a cette capacité d'être la porte, cet avantage d'être la porte de l'Afrique dans une zone qui sera demain. Donc 2025, l'Afrique sera la plus grande zone d'échanges économiques et commerciaux dans le monde, que ce soit par la population, donc plus de 1,5 milliard d'habitants, que ce soit par le nombre de pays. Et là, toutes les puissances mondiales se fixent comme objectif de se positionner. Et donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, au-delà des relations bilatérales, il y a aussi l'Europe qui est en train de se projeter et de vouloir se positionner sur ce marché. Et là, je pense et j'espère qu'on aura cette capacité d'accélérer les processus pour bénéficier sur le court terme de cette relocalisation. On parle de relocalisation, mais maintenant il y a un timing. On en parlait déjà pendant la crise Covid, le temps passe vite, il faut savoir saisir les opportunités au bon moment. J'ai essayé de parler de dotation factorielle, d'avantages comparatifs, que ce soit en matière de coûts de certains facteurs. Mais donc maintenant, c'est cette capacité de parler le même langage et de créer des joint ventures et de se positionner pour créer de la valeur. Parler de 90 milliards de dollars, donc de valeur ajoutée, et dans le domaine de l'industrie ou dans d'autres domaines. Donc c'est de se positionner sur les secteurs à forte valeur ajoutée. Les services, les start-up, les transformations numériques, l'organisation, c'est des services de management. Donc on peut capter, non seulement pour nous, mais aussi pour pénétrer d'autres pays africains. L'Algérie se positionne sur des projets structurants. Cette semaine, il y avait la délégation, on a parlé d'ailleurs, la BAD d'aujourd'hui, la Banque africaine de développement, vient de donner son accord de principe pour financer le grand projet, le gazoduc transsaharien. Donc, pour vous dire, c'est des projets structurants qui vont entraîner un développement dans toute la région et qui vont entraîner donc la région du Sahel, la région de l'Afrique de l'Ouest et qui vont avoir nécessairement un impact sur les autres régions de l'Afrique. Pour vous dire que sur le plan stratégique, on est bien positionné. Les logiques micro devraient être actionnées, réajuster pour qu'on puisse avoir ces avantages sur les différents segments et donc libérer toutes les potentialités dont on dispose. Oui. Alors aujourd'hui, s'ouvrir sur la rive nord européenne, sur les pays arabes, sur l'Afrique, en fait, nous sommes stratégiquement bien positionnés, comme on le dit depuis tout à l'heure. De toute façon, c'est une doctrine mondiale. Le monde est condamné à multiplier les actions de la coopération internationale sur le plan économique, politique et culturel et sur tous les plans. Donc l'Algérie, effectivement, est là cette rente, je dirais, géographique, sa position géographique et cette position justement au sud de la Méditerranée, un grand pays, et c'est la porte de l'Afrique, donc avec une position politique de non-alignement qui va nous servir davantage aussi pour diversifier davantage nos relations économiques avec tous les pays du monde. Donc tout ça, ça peut constituer quand même des sous-bassements pour le développement de notre économie, pour la diversification de notre économie. Et nous avons aussi l'énergie, nous sommes un pays énergétique, donc il n'y a pas que les énergies fossiles, même les énergies renouvelables, même l'hydrogène, d'ailleurs, je pense qu'il y a eu... ça a été discuté. Ça a été discuté, donc on a un potentiel énergétique énorme, que ce soit dans nos renouvelables ou bien dans nos fossiles. Donc tout ça donne à l'Algérie quand même un avenir certain dans le développement économique pour peu qu'on passe à l'action, mais aussi de respecter le processus cumulatif. Il faut qu'il y ait de l'accumulation, mais pas de rupture, et à chaque fois revenir à la case de départ, etc. Des visions sur le long terme. Donc c'est ça. Mais sinon, nous avons un potentiel énorme à développer et nous avons tout à gagner dans la diversification et dans la liberté économique. Il faut libérer davantage notre économie. Portugal, un pays qui est de puissance moyenne, mais ils ont 145 banques. 145 banques. Donc vous voyez un peu comment et pourquoi l'Algérie a 27 banques, institutions financières et bancaires. C'est des choix stratégiques. Donc, il faut libérer notre économie et permettre à la création des millions d'entreprises, d'institutions financières, etc. Le dernier mot vous revient ?
Le dernier mot, c'est que plus de travail, mieux de travail, plus de persévérance. Et puis les résultats suivront, mais avec beaucoup plus d'abnégation. Plus de forcing, de lobbying sur organisation, travail. Ouais. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Nous allons passer à notre deuxième thématique, la gestion des risques majeurs. Presque jour 20 ans après le séisme de Boumerdès, le ministère de l'Habitat a organisé samedi dernier un colloque international sur la prévention contre les tremblements de terre. Les participants ont fait le point sur les techniques modernes de construction parasismique dans le cadre d'une approche reposant sur le renforcement de la résilience à travers une meilleure appréhension des risques, l'amélioration du niveau de préparation et la reconstruction en mieux. Nous allons discuter de cette thématique, mais d'abord je vous propose de regarder ce reportage sur le CRAG, le Centre de recherche en astronomie et astrophysique réalisé par Ahmed Bouarba. Nous sommes au Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique sur les hauteurs d'Alger, précisément à Bouzarea. Ici, la surveillance de l'activité sismique est une tâche minutieuse et permanente. Ce centre dispose d'une plateforme numérique qui fonctionne selon les normes internationales en matière de surveillance de séismes. Nous avons plusieurs systèmes très développés qui permettent de disposer de données fiables. Dans le système Antelope, qui est considéré comme le premier à l'échelle mondiale, nous avons numérisé le réseau en 2006. Ce réseau est composé de 80 stations réparties sur l'ensemble du territoire national avec l'utilisation des images satellitaires afin de détecter et localiser toutes les secousses, même celles de faible magnitude. En cas de séisme, nos systèmes d'alerte localisent aussitôt l'épicentre du tremblement de terre 20 secondes après la première secousse. Nous œuvrons au renforcement de ce réseau en vue de réguler l'alerte précoce, de quoi renforcer la protection des infrastructures vitales du pays en vue de leur éviter plus de dégâts. Le CRAG a plusieurs missions. Il est chargé entre autres de mener des études scientifiques, astrophysiques et géophysiques. Autant de moyens et de dispositifs hautement sophistiqués qui permettent au CRAG de jouir d'une fiabilité au niveau international. Et afin de renforcer les missions de ce centre, il est question avant la fin de l'année en cours d'élargir son réseau de surveillance sismique pour réguler l'alerte précoce. On revient sur le plateau et nous accueillons professeur Abdelhamid Afra. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes directeur de recherche et délégué national au ministère de l'Intérieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous accueillons également professeur Abdelkarim Chelroum, président du club algérien des risques majeurs. Merci d'être ce soir sur nos plateaux, messieurs. Alors samedi dernier, vous étiez en colloque donc pour parler de ces risques majeurs et notamment du risque sismique. On a parlé déjà sur nos plateaux sur ces risques majeurs et sur la loi de 2004 aujourd'hui qui manquait de texte d'application. Il a été annoncé justement l'élaboration d'une nouvelle loi qui viendra remplacer le texte de 2004 relatif à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes. Alors qu'est-ce qui va changer cette fois-ci? Qu'est-ce qui manquait à la loi précédente et qu'est-ce qu'on doit améliorer? Merci. Effectivement, donc il y avait la loi de 2004, la loi 0420, relative à la prévention des risques majeurs, la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable, qui, après plus de 15 années d'existence, n'a pas vu d'application réelle sur le terrain. Pour plusieurs raisons, dont je peux citer par exemple l'imprécision de la loi par rapport aux responsabilités. Donc sur les 10 risques qui étaient donc définis dans le cadre de la loi, les responsabilités sectorielles n'étaient pas définies. Donc on ne savait pas quel secteur devait s'occuper de quel risque. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que cette loi ne définit pas aussi les objectifs à atteindre en matière de réduction des risques. Le troisième élément, c'est que cette loi aussi ne définit pas le planning d'exécution. Toute loi se devait de définir un timing dans le temps, un planning d'exécution sur une durée donnée. Donc, ce n'était pas défini. L'autre élément, c'est que les modalités de financement des risques. Parce que la réduction des risques nécessite un financement. Et ce n'était pas défini dans la loi. Et ça nous coûte cher. Ça coûte cher à l'État parce que justement cette loi a défini uniquement
la phase, je dirais, pratiquement intervention, sans s'intéresser réellement à la phase prévention, à la phase alerte, à la phase anticipation. Donc c'est ce qui a été constaté. En plus, le dépassement de cette loi par les accords internationaux. Oui. Donc la loi a été élaborée en 2004 sous le cadre de ce qu'on appelle le cadre de Hyogo et le cadre de Yokohama. Donc il y avait défini un certain nombre de concepts, notamment le concept de la gestion de la catastrophe. C'est la gestion des dangers, 2015, voilà, après 2015, donc le cadre de Sendai, donc cette notion de gestion de catastrophe a été délaissée au profit de la gestion du risque de la catastrophe, parce que le risque étant omniprésent et qui a peut-être qui est peut-être né depuis une vingtaine d'années, donc il ne faut pas attendre la survenue d'une catastrophe pour la gérer. Il va falloir la gérer beaucoup plus en amont. Donc sur les volets prévention, sur les volets anticipation, sur les volets alerte précoce, sur les volets prévision. Donc tout ça, la loi de 2004 ne les définissait pas, ne le prévoyait pas. Pas du tout. Aujourd'hui, il était nécessaire de passer à cette nouvelle loi qui n'a pas vu ces textes d'application, bien sûr, sortir. Voilà. Merci pour l'invitation d'abord. Je dis bonsoir à mon collègue et ami Hamid, délégué national. Donc moi je vais parler, si vous voulez, au nom du collectif d'experts, de plus de 120 experts qui ont élaboré, qui ont eu le mérite d'élaborer cette loi 0420 et qui a été promulguée le 25 décembre 2004 et votée par les deux chambres. Je peux vous dire que la loi 0420, nous la connaissons par cœur, les fondamentaux de toute la prévention, que ce soit des situations pré-catastrophes. Elle a même traité les situations co-catastrophes pendant la catastrophe, les situations de survenance des catastrophes avec tout le dispositif. Et elle a également élaboré la problématique de la situation de relèvement. Je suis d'accord avec Dr Afra qui dit que c'était Hyogo, enfin c'était des principes qui ont permis d'élaborer cette loi, des principes internationaux de l'ONU. Maintenant, si je lis le framework de Sendai, c'est juste des termes. Gestion de la catastrophe, gestion du risque, mais dans la loi 0420, il y a la gestion du risque qui a été posée de façon frontale. Donc, ce qui nous a choqué un peu, je vous dis, parce que les initiateurs de la loi sont toujours là, de la loi 0420, c'est qu'on a les pouvoirs publics, et nous nous sommes inscrits en faux, je vous le dis, et M. Afra, j'ai assisté à plusieurs réunions, ministère de l'Intérieur, nous avons émis des réserves et nous avons dit que cette loi n'a jamais été appliquée à partir du moment où il n'y avait pas de texte d'application. Donc il s'agira de l'améliorer. Vous savez, c'est ça, il s'agira de l'améliorer et la rendre plus applicable. On actualise une loi en fonction d'un état des lieux. Il y a eu plusieurs catastrophes qui ont touché ce pays. Par exemple, elle a été promulguée le 25 décembre 2004. Après 2004, il y avait des centaines de catastrophes. Les inondations. Je ne dis pas des risques majeurs, mais c'est des catastrophes majeures. Comme si je dois citer les inondations de 2008 de Gardaya, alors pour ces 15 dernières années, les séismes les incendies, et tout ça. Donc, avant de dire on va actualiser ou bien rectifier ou corriger, il faut qu'il y ait sur le terrain une application agressive, je dirais, de la loi qui va nous permettre de déterminer ce qui n'a pas marché. C'est ce que la nouvelle loi doit prévoir. Alors je donnerai juste ce chiffre, la moyenne des dépenses publiques consacrées à la réponse aux catastrophes en Algérie, notamment les inondations, les tremblements de terre, les incendies de forêt, a dépassé les 225 millions de dollars par an au cours de ces 15 dernières années. C'est-à-dire que c'est énorme. Donc aujourd'hui, on doit agir en amont. Tout à fait. Je voudrais juste réagir par rapport à ce qu'a dit mon collègue et ami Seyf Abdelkrim. Donc pour dire que la démarche que nous avions adoptée est une démarche de concertation et de consultation.
très large consultation. À travers d'abord un séminaire, donc une conférence nationale, qui a regroupé plus de 300 experts, donc algériens et même établis à l'étranger. Donc suite à ça, donc, il y avait un groupe de travail donc, qui a été constitué, qui est composé aussi d'experts, dont a fait partie le professeur Chelroum, avec d'autres de ses collègues. Bien sûr, chacun a sa vision, c'est tout à fait normal, c'est respectable, chacun a sa vision des choses. C'est à partir de contradictions. Mais bien sûr, c'est comme ça que le débat a été enrichi. Je dois préciser, il n'y a absolument rien de personnel. Non, mais on parle... C'est la confrontation des idées. Des idées, absolument. Bien sûr. Et on l'a fait depuis probablement plus d'un quart de siècle avec... Oui. Donc, on vous a déjà reçu sur le plateau. Nous travaillons ensemble, c'est tout à fait normal. Donc, nous avons réalisé ce diagnostic et cette consultation. Ensuite, il y avait, donc, comme je l'ai dit, un groupe de travail qui a été constitué, composé d'experts, qui a analysé ce qui a fonctionné dans le cadre de cette loi, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, quels sont les gaps, identifier les gaps et apporter bien sûr les propositions. Une fois que cet avant-projet a été élaboré, on a constitué un autre groupe de travail et de réflexion, c'est-à-dire pour avoir un œil externe encore nouveau pour regarder cette loi. Et c'est comme ça que ce deuxième groupe a élaboré ce projet en fait, qui était initialement, effectivement, on était parti sur l'idée de révision de la loi. Mais au vu des modifications très profondes qui ont été apportées et au nombre d'articles nouveaux qui ont été introduits, et juridiquement, au niveau du SGG, du secrétariat général du gouvernement, donc on ne pouvait pas aller vers la révision de la loi. Il fallait aller vers une nouvelle loi qui abroge carrément cette ancienne loi. Maintenant, en ce qui concerne les étapes de gestion des risques, je rappelle à mon ami et collègue C. Abdelkrim que cette loi a complètement occulté et ignoré la phase de relèvement. Elle n'existe pas du tout dans la loi. Qui est ? Le relèvement, la phase de relèvement. Post-catastrophe. Donc, elle parle des plans de prévention, effectivement, de l'intervention à travers les plans Orsec. Mais la dernière phase, mais on n'incrimine personne, parce qu'à l'époque, la vision était comme ça. Même Sendai, comme je l'ai dit, donc, est venu pour apporter tout ça. La phase de relèvement a été introduite par Sendai en 2015. Sendai, c'est quand même une référence dans la gestion des risques de catastrophe qui a fixé les priorités mondiales. Pour chaque nation. Voilà. Chaque nation doit se Alors justement, donc une nouvelle loi sur les risques majeurs va voir le jour, avec des textes d'application, ce que nous espérons. Alors l'Algérie est confrontée à un large éventail de risques majeurs. Actuellement, on est passé à 18 risques majeurs. C'est bien cela, vous confirmez, avec l'introduction d'autres risques émergents, notamment. On a fixé à 4 familles. Oui, les risques climatiques extrêmes. 4 familles de risques, voilà. Le risque d'acridien, le risque biotechnologique et le risque cybernétique, ajoutant le réchauffement climatique qui avait aussi aggravé la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un zonage de nos régions selon... on a ces données d'information, parce qu'il faut avoir des données d'information, une base de données pour pouvoir agir aussi. Il s'agit de pouvoir agir en temps et en heure. Vous m'excusez, déjà avant... il y a 2 ans, dans la conférence qui a été organisée par le ministère de l'Intérieur, en l'occurrence... La délégation. La tête de file, c'est la délégation. Ils ont organisé une conférence importante à laquelle nous avons participé, que ce soit au niveau des ateliers, que ce soit au niveau de la plénière. Nous étions là aussi. Et nous avons dit que déjà, en 2004, on avait parlé des cartographies régionales par risque et globalement avec la concomitance des risques. C'est très important. Donc le premier segment. Le deuxième segment, on avait parlé de la simulation grandeur nature, qui est ressortie cette fois-ci, que j'applaudis d'ailleurs. Et la troisième, c'est les méthodes, si vous voulez, de protection. Voilà, les procédures parce que le plus gros problème, il ne s'agit pas de dire, voilà, on va faire ça. Problème, vous avez, si je parle de la sismicité, puisqu'on est de la même pratiquement spécialité, c'est un séisme de 7, que va-t-il se passer pour Alger?
on doit se poser la question, sommes-nous à l'abri d'un séisme de 7 pour Alger-Oran? Et comment va se comporter le vieux bâti? Surtout après ce qui s'est passé en Turquie aujourd'hui. J'y étais, j'ai vu la catastrophe. Donc c'est là la question. De plus en plus il faut répondre de façon, si vous voulez, objective. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment préserver les populations, les infrastructures les plus importantes? Par exemple, à l'abri d'une inondation comme celle qui a frappé Bab el-Oued le 10 novembre 2001. C'est les questions, c'est ça, l'anticipation du risque. Alors je pense que sur les inondations, 865 zones inondables ont été recensées à travers le territoire national, vulnérables, et on sait combien autour de ces sites se positionnent certaines habitations anarchiques ou proches des oueds, c'est-à-dire que la population est en danger. Est-ce que nous pouvons encore agir? Oui, je voudrais revenir par rapport à votre question, madame, au sujet du zonage et des cartes de zoning, pour rappeler que concernant au moins 5 risques, nous avons toutes les cartes de zonage. Le risque sismique, nous avons le zonage. Donc, tout le territoire national, il est zoné. Il est caractérisé par ce qu'on appelle l'accélération au rocher au niveau de chaque commune, de chaque wilaya, de chaque daïra sur le territoire national. Pour ce qui est des inondations, c'est la même chose. Donc, nous avons cartographié tout le territoire national. Et comme vous l'avez dit, il existe 865 zones inondables qui sont définies par la superficie du bassin versant, par la nature du couvert végétal, par la pente du bassin, par ce qu'on appelle le coefficient de perméabilité du sol, qui permet d'absorber ou de faire écouler, évacuer les eaux superficielles et les eaux pluviales, mais aussi par la nature du sol. Donc toutes ces caractéristiques-là sont cartographiées, ils sont géolocalisés aussi, géoréférencés, donc avec toutes les caractéristiques. Donc après la problématique qui se pose, c'est comment agir. Hein. Oui, je vais y arriver. Non, pour dire que la cartographie n'existe pas pour tous les risques, mais je dis pour les séismes, les inondations, les feux de forêt. Nous avons la carte de sensibilité aux feux de forêt sur le territoire national. En fonction justement du couvert végétal, de l'espèce végétale, en fonction de l'humidité, en fonction de la vitesse et de la direction des vents et en fonction de la température. Donc nous avons des modèles aujourd'hui, en fonction de ces données météo, qui peuvent prédire la naissance d'un feu ou bien la propagation d'un feu plus tôt. Parce qu'en Algérie, je dirais 99% des incendies de forêt sont d'origine humaine, volontaire ou involontaire. Mais les modèles, qu'est-ce qu'ils donnent? S'il y a naissance d'un feu en un point donné, la probabilité que ce feu se propage est calculée. Donc ça, on le sait. On a les calculs. Concernant la désertification, c'est la même chose. Donc, nous avons les cartes de désertification et les cartes de sécheresse. Donc, tous ces risques-là sont couverts avec un zonage. Maintenant, pour ce qui est du vieux bâti, effectivement, c'est une problématique, notamment du bassin méditerranéen. Donc, on a vu ce qui s'est passé en Turquie, en Italie, en Grèce, en Espagne, en Algérie. Nous avons un parc bâti qui est classé vulnérable, soit qui n'a pas été conçu conformément à une réglementation parasismique, ou bien il a été conçu conformément à une réglementation parasismique antérieure. Donc, il y a évolué depuis. Mais cette problématique, justement, nous l'avons prise en considération dans le cadre de cette nouvelle loi. C'est qu'il est fait maintenant obligation à l'État et au secteur concerné, annuellement, d'arrêter des programmes de renforcement par priorité. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose de facile. Professeur Shalom donc, a indiqué un chiffre qui est très important en termes de vieux bâtis. Quel chiffre? 1,5 million. Plus d'1 million de logements qui sont classés. Situation vulnérable. Patrimoine national. Donc là, comment traiter ce phénomène-là? On doit procéder par priorité, on ne doit pas tout casser et reconstruire, on ne doit pas laisser les choses comme ça, c'est sûr. Faut qu'il y ait une... Le risque, il y a un risque acceptable. Il y a un risque acceptable. Vous savez, après vous m'excusez, après le séisme de Boumerdès, il y avait une volonté politique. Il n'y avait pas de réglementation
si vous voulez, concernant le renforcement de vieux bâtis qui a été préjudiciablement endommagé, vous le savez. Donc, et puis il y avait une volonté politique, il y avait la mise en place de groupes de bureaux d'études privés, étatiques. Le CTC a éclaté en plusieurs cellules et nous avons fait beaucoup de réunions et nous avons arrêté des procédures de renforcement et nous étions engagés et on a pu renforcer des milliers de bâtiments en l'espace de 4-5 mois. Donc, à mon avis, sous la houlette probablement d'une institution comme la délégation, avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Habitat qui est animé, je peux vous le dire, d'une volonté infaillible et des travaux publics. Donc on peut déjà démarrer. Moi, ce qui m'intéresse, je ne vous cache pas, c'est la capitale d'abord. Parce que c'est le centre nerveux de ce pays. De toute façon, j'allais vous donner ce chiffre. 63% de la population se situe dans 4% du territoire. Donc un peu le nord de l'Algérie. Donc pour agir, ça demande... Régler ça et puis généraliser par la suite, mais de manière réglementaire. Fixer une réglementation ou un corpus de règles qui va permettre au privé, il y a pas mal, vous savez... On parle de la révision du RPA. On forme 400 ingénieurs Master 2 par an. Je ne parle pas des doctorants et tout ça. On parle de la révision du RPA dans le secteur de l'habitat. Est-ce que ça va rehausser justement le seuil de sécurité pour les ouvrages et les infrastructures? Étant un membre du comité de rédaction des règles parasismiques depuis maintenant trois versions, donc la dernière, effectivement, la réflexion a été entamée déjà après 2003, suite au séisme de 2003, qui a en fait... je dirais, surpris, entre guillemets, les sismologues par l'existence de cette faille qui n'était pas connue auparavant, qui a engendré un séisme de magnitude 6,8 et des accélérations très élevées. Et ce qui a amené les pouvoirs publics à l'époque, avec tous les experts, les techniciens... La construction n'était pas aussi aux normes. Oui, pour dire que finalement le zonage, il va falloir le revoir. Il faut dire Est-ce qu'aujourd'hui on s'éloigne de cette... Je suis désolé, c'est la réglementation qui n'était pas à la hauteur, puisqu'elle classait Alger, Boumerdès comme zone 2 de sismicité modérée. Il n'y avait pas cette prise de risque. Donc le séisme, il est venu, il a contredit toute la réglementation algérienne. Donc ça a été pris en considération. Ça a été pris en considération. Toutes ces nouvelles données, toutes ces recherches. Donc maintenant, ça va faire 20 ans. On vient de célébrer, entre guillemets, le 23 mai, c'était le 20e anniversaire de ce séisme. Samedi dernier, et monsieur le ministre de l'Habitat l'avait annoncé lors de ce colloque, donc du 20-21 mai, que la version du RPA, qui est en phase finale dans sa révision, donc qui a pris en considération l'ensemble des études d'aléas sismiques, des études de risque, donc va sortir avant la fin décembre 2023. Donc ça, c'était moi personnellement, j'étais content d'entendre ça parce que nous avons travaillé pendant des années et bien sûr, c'est pas toujours évident. Le risque, c'est pas uniquement la science. C'est la science, certes, mais il y a aussi d'autres considérations économiques, d'autres considérations sociales. Donc, il faut considérer. Il y a aussi un risque qu'on doit accepter, que nous devons accepter. Il y a un risque. Un risque de perte. Tout à fait. On ne peut pas annuler un risque aussi. Le risque zéro n'existe pas. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette phase de gestion des dangers, des risques et pas de l'après-catastrophe? Est-ce qu'on s'inscrit dans cela? Est-ce que nous avons on va dire, développer nos capacités en termes d'action? Est-ce que nous avons les capacités d'agir en amont aujourd'hui? Est-ce que nous avons des zones où, par exemple, en termes de catastrophe, où orienter les citoyens, parce qu'il faut aussi informer le citoyen aujourd'hui, il faut l'impliquer dans tout cela. Est-ce que nous avons tout à fait, prévu tout cela? Oui, justement, cette loi, elle est venue pour justement mettre en place tout le système de gestion des risques de catastrophe et pas la gestion de la catastrophe. Les priorités de Sendai, qui sont 4, donc la première qui porte sur la compréhension des risques. Alors la compréhension des risques, c'est la sensibilisation,
l'information, la formation, l'enseignement, la recherche, l'innovation. Donc tout ça sous le chapeau de compréhension des risques. Des simulations, vous parlez de simulations, oui, tout ça. Et toutes ces priorités, donc les 4 priorités, donc la compréhension des risques, l'investissement dans les risques, l'alerte précoce et bien sûr la gouvernance. Donc les 4 priorités. Chaque priorité a été interprétée, a été traduite et déclinée dans la loi. En termes d'articles qui obligent l'État et qui obligent les institutions et qui fixent les objectifs et qui fixent les responsabilités. Ensuite, il y a les 7 objectifs de Sendai. Chaque objectif, donc en termes de réduction des impacts, que ce soit en termes de nombre de décès par rapport à 100 000 habitants, en termes de nombre de sinistrés par rapport à 100 000 habitants, en termes d'impact par rapport au PIB, en termes de perturbation des services essentiels. Donc tout ça, tous ces objectifs-là ont été déclinés dans le cadre de la loi avec des objectifs fixés et qui sont définis par décret. Donc chaque programme, soit un programme quinquennal, triennal ou quadriennal, ou même des programmes annuels, seront fixés pour dire sur les 5 ans à venir, par exemple, je dois réduire la superficie incendiée par an, qui est actuellement autour de 30 000 hectares, je dois la réduire de 20%. Parce que Sendai n'a pas fixé les valeurs. Vous avez des objectifs aussi donc, à atteindre. Bien sûr, c'est ça la loi, ce qu'elle a apporté de plus. Pourquoi ne pas revenir aussi à un outil que nous avons depuis quelques années maintenant, c'est le SNAT, le schéma national l'aménagement du territoire. C'est là où je veux en venir, parce que quand on avait élaboré la loi 04-20, d'abord, tous les fondamentaux dont parle le docteur Afra étaient déjà incorporés, parce que c'est les fondamentaux d'Hyogo et tout ça, c'est une révision, si vous voulez. Mais en parallèle, il y avait le SNAT en cours, parce que c'était le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement qui chapeautait tout ça. D'accord ? Donc, et là, parce que si je vois un peu la documentation au niveau de la protection civile, la Direction générale de la protection civile, que je salue, qui sont très, très, si vous voulez, dans leur mission, ils sont, je pense, au top. Ils ont toutes ces cartes dont a parlé le docteur Afra, par risque. Nous, ce qu'on demande dans la gestion des risques, si vous voulez prendre les modèles de Markov, par exemple, dans le cas des incendies ou bien dans le cas des inondations, nous avons pas mal de thèses en cours avec besoin. Il faut la superposition. Il faut une superposition par commune de l'ensemble des risques touchant cette commune. Et c'est là, une fois que ça est fait, là, on passe à la prévention, à la détermination, si vous voulez, de la stratégie. La stratégie, c'est quoi ? Comment protéger les biens et les personnes. Oui. C'est ça notre. Chacun justement du risque à son niveau. Venir apporter. Par la sommet, il faut impliquer aussi les APC, les communes, tout le monde. Je pense que c'est ce que prévoit également la loi. On a toujours dit qu'il faut un monsieur risque. Oui. Un monsieur risque, actuellement, il est représenté par le ministère de l'Intérieur. Définir les rôles, mais là, ça ne suffit pas, parce qu'au moment où nous avons mis en place cette délégation, la structure et le squelette, on avait même dit que cette délégation devait dépendre directement du Premier ministère. Reprenez les premiers textes. Et puis, avec le temps, on a attendu jusqu'en 2011. De 2004 à 2011 pour avoir un responsable de cette délégation. Et puis, le même est resté au même poste jusqu'en 2019 ou 2020, je ne me souviens pas. Est venu monsieur Afra, docteur Afra, et le deuxième. Donc, il faut vraiment des structures robustes, des structures qui ont des prérogatives à l'horizontale, des structures qui doivent avoir des autorités, une autorité ou une force administrative ou je ne sais pas moi, publique, sur
les responsables locaux, à savoir le Wali et tous les responsables locaux. Maintenant, il convient d'appliquer tous les organes institutionnels aujourd'hui. Si vous voulez 4000 logements dans un lead web, oui. Et personne ne peut le contrarier, c'est lui le patron, c'est lui le gouverneur. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire à partir de 2004, après le séisme de 2003, nous pouvons dire que toutes nos habitations, nos constructions répondent aux normes parasismiques et que le scénario de Boumerdès s'éloigne? Oui, avant de revenir, si vous permettez, madame, à cette question, très rapidement. Donc, je voudrais revenir au SNAT, le schéma national d'aménagement territoire, donc, qui a été élaboré en 2010 et qui a été évalué, parce qu'il était prévu l'évaluation chaque quinquennat, donc évaluation en 2015, et tout récemment, donc depuis 2021, donc on a commencé la révision du SNAT. Et actuellement, ce qui est nouveau dans ce SNAT de 2022, c'est qu'il a prévu un PAT, donc un programme d'aménagement du territoire dédié aux risques majeurs. Donc ce qui est nouveau dans le SNAT actuel, c'est qu'il a prévu l'enjeu des risques majeurs dans le cadre de l'aménagement du territoire. On ne peut pas aménager un territoire en considération les risques auxquels il est soumis. C'est la même problématique que ce soit pour le SNAT, la loi 04. C'est l'application. Il n'y a jamais eu de texte d'application. C'est ça.
Nous avons entamé les travaux par le côté ouest en construisant des brise-lames sur une longueur de 400 mètres et en aménageant une plage artificielle qui peut accueillir jusqu'à 500 personnes par jour. Du côté centre, nous avons commencé le projet de construction d'un port de plaisance. Il s'étend de Mbniana à Tamenfoust. Et afin de compléter ce projet, nous avons également construit un quai d'une capacité d'accueil de 100 embarcations. Sur le chantier des Sablettes, les ouvriers manipulent de nombreux engins dans des camions et des pelleteuses, ainsi que des grues. Ils activent dans un nuage de poussière afin de faire avancer les travaux d'aménagement. La cadence s'accélère pour sa livraison dans les plus brefs délais. Le laboratoire d'études maritimes a pour mission d'assurer le suivi technique du projet conformément au cahier des charges défini par l'administration. Le laboratoire central des travaux publics est chargé de vérifier la qualité des matériaux de construction. En ce qui concerne Oued El Harrach, il sera recalibré sur une distance de 18,2 km. En plus de l'aménagement des espaces de loisirs et des espaces de détente sur les deux rives, 4 stations de prélèvement automatique seront installées. Il s'agit de mini-laboratoires qui donnent des résultats instantanément en vue de contrôler la qualité de l'eau et les risques d'inondation. Se concrétiser réellement sur le terrain. Pour en parler, nous accueillons Monsieur Gersler. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé d'études et de synthèse à la wilaya d'Alger. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous accueillons également Monsieur Kemel Bouklisha. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'hydraulique à la wilaya d'Alger. Et Monsieur Rahmani Abdelrahman, directeur des travaux publics à la wilaya d'Alger également. Merci messieurs de revenir pour certains et de venir pour d'autres sur ce plateau pour terminer avec ce 4e plan bleu pour l'aménagement de notre capitale. On a parlé des 3 autres plans lors de nos précédentes émissions. Aujourd'hui, c'est le plan bleu, c'est recréer ce lien avec le front de mer, avec la Méditerranée. Donc, au-delà aujourd'hui de la volonté de satisfaire les usagers, il y a celui de créer des centralités attractives en offrant de nouveaux espaces de qualité. Oui, effectivement. Donc, le plan bleu comporte plusieurs projets d'aménagement du littoral, donc des ouvrages de protection et des aménagements avec des promenades. La dépollution et l'aménagement Oued El Harrach, Oued El Hamiz, de Oued El Ghaya, qu'on va développer peut-être par la suite, ainsi que la liaison qu'on va créer entre la ville basse, le pont, l'esplanade qu'on va réaliser, donc qui va relier du côté de la place des Martyrs jusqu'à la pêcherie. Donc il y aura une esplanade de 16 000 m². Donc on va créer un lien direct de la place des Martyrs. Il y aura un passage des escaliers mécaniques, des escaliers mécaniques déjà qui nous mènent vers les voûtes. Donc les 2 niveaux de voûtes qu'on est en train de réhabiliter. Qu'on a eu l'occasion de voir dans un feuilleton ce mois de Ramadan. De voûtes. Donc il y a les 43 commerces. L'aménagement aussi est en cours. Et il y a l'esplanade qui mène vers la pêcherie. Donc tous ces projets, vous parliez, c'est des projets concrets. Donc il y a des projets qui sont déjà financés, qu'on va lancer dans les semaines, peut-être le mois qui va suivre. Donc on a l'aménagement de Bab El Oued déjà qui est financé. On a Sablette, l'achèvement qui est financé. On a la dépollution et l'aménagement de Oued El Hamiz qui est déjà financé. Et que va-t-il advenir de ces grottes, vous parliez tout à l'heure de ces voûtes qui sont en train d'être réhabilitées? Donc je vous ai dit, il y a les 43 voûtes qui vont abriter des commerces. Ils vont abriter des commerces. Commerces de qualité. Donc, et les 2 niveaux de voûtes qui datent de l'époque. Ils peuvent être même un circuit touristique. Bien sûr, ça fait partie des circuits touristiques qui englobent aussi la Kasbah. Donc il y a tout un cheminement de la Kasbah qui nous mène jusqu'à la pêcherie. Voilà, le lien est fait. En fait, il y a tout un cheminement, comme vous le dites. Il y a un pont qui doit être construit entre Bab El Oued à l'Amirauté. Parlez-nous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est en train d'être réalisé? Qu'est-ce qui est en cours et qu'est-ce qui va venir? Merci pour cette question. Vous avez déjà commencé par une petite question avec nos collègues des risques majeurs. Est-ce que c'est intégré dans les plans? Parmi les objectifs du plan bleu d'Alger, capitale d'Algérie, bien sûr,
Alger, la baie d'Alger, c'est parmi la deuxième, si on peut dire, elle est classée historiquement parmi la deuxième après Rio de Janeiro en beauté panoramique. Donc c'est un bijou méditerranéen. La perle de la Méditerranée. Donc c'est un patrimoine qu'on doit le protéger, le développer, absolument. Ainsi de suite. Et on sait que c'est une zone très sensible, vulnérable. Mais c'est ça l'objectif numéro 1 du plan bleu, c'est protéger la rive marine algéroise. Le littoral, oui. C'est ça les projets. La majorité des projets sur cette perle, sur cette baie, c'est protéger, c'est-à-dire contre les agressions climatiques, la houle, la mer, ainsi de suite. L'objectif, le grand projet dans ce plan bleu, c'est les sablettes sur 4,5 km. Il s'étale sur la linéaire. Qui n'est toujours pas achevé, hein, Oui, il s'achève cette année. Cette année, Inch'Allah. Puisqu'il y a beaucoup d'équipements projetés en cours de finalisation, notamment c'est-à-dire le port de plaisance qui s'achève d'ici le mois de juillet, Inch'Allah. Il sera remis aux exploitants, les lignes touristiques, les lignes de plaisance, ainsi de suite. Oui. Donc le Sablette contient plusieurs projets de tourisme, de protection. D'abord, on a gagné en mer environ 45 hectares. Donc, premièrement, c'est la protection contre les agressions climatiques. Deuxièmement, c'est un espace gagné en mer. Troisièmement, c'est un espace touristique qui a reçu plusieurs équipements sportifs, équipements de tourisme, ainsi de suite, comme le théâtre de plein air, des plages, 3 plages, d'énormes plages au plein centre d'Alger. Et on a des restaurants, il y en a des espaces de sport, presque 11 à 18. Finalement, la fabrication de la ville va même influencer les comportements et des populations. Et il a reçu presque 150 000 visiteurs, surtout les week-ends. Donc c'est énorme comme espace de détente, de loisirs. Ça a tout de suite été adopté par la population, ce projet des Sablettes. Aujourd'hui, il y avait ce besoin de se reconnecter avec le front de mer. Par contre, moi, j'aurais une question sur les 4,5 km. En termes de sécurité, aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule entrée principale au niveau des Sablettes. Est-ce qu'on pense... Effectivement, il n'y en a pas qu'une seule. Il y en a plusieurs. Il y en a 3. Sur l'autoroute. Le premier sur l'autoroute à partir de Jamel Jazair. Et on a la rentrée principale. Il faudrait peut-être penser à créer d'autres ouvertures. La deuxième, c'est au niveau du parking Karoubi vers Sablette au centre. Le troisième, en cours de finalisation, c'est côté ouest, à côté du pont bleu, à côté de la station des Salmons. C'est le troisième. Il y en a en cours d'étude sur une grande passerelle sur Oued el-Harrach. Donc, toutes les perles d'Alger, la mosquée d'Alger, Oued el-Harrach, on a autour des Safex, ainsi de suite, on va créer ce plan bleu, il va créer une passerelle piétonne, une grande passerelle piétonne, c'est-à-dire en continuité des 2 passerelles. Voilà, c'est la promenade dont je parlais tout à l'heure. Vers Sablette. Donc c'est un tout, il y a plusieurs. Tout reviendra au niveau des Sablettes, finalement. Et vers les autres projets. En plus, pour compléter, il y a une bonne partie des visiteurs qui viennent aux Sablettes. Il y a le parking à côté qui emprunte la passerelle piétonne. Donc, ce n'est pas tous les visiteurs qui rentrent. Il y a un parking qui est mis à leur disposition en dehors de la zone de Sablette. Très bien. Et pour compléter aussi, pour l'aspect maritime, il y a aussi des projets pour la zone Est. Donc, il y a un aménagement au niveau de Borj Kifan. Donc, on a des projets qui sont prévus jusqu'à Borj el-Bahri. Donc il n'y a pas, on focalise. C'est en termes de port de plaisance, c'est en termes de, il y a une connexion qui sera de protection du rivage et de création d'une route côtière et d'esplanade pour la promenade. Sur toute la côte de la capitale. Alors Monsieur Boukhlicha justement parle beaucoup de la réhabilitation de Oued el-Harrach. Aujourd'hui, est-ce qu'il est dépollué? C'est pas une réhabilitation. C'est un projet d'aménagement. L'une des principaux objectifs de Oued el-Harrach, c'est de permettre de protéger la ville de El-Harrach contre les inondations. C'est le premier
point focal, c'est d'élargir l'oued pour permettre de faire passer une pluie centennale afin d'éviter toute inondation au centre-ville de Harrach, ou bien une évacuation, on va dire. Vers la mer. Maintenant, l'oued est aménagé presque à 100%. Il a une largeur qui varie de 120 mètres à 400 mètres. Il peut faire passer la pluie centenaire très favorablement. C'est comme il a été aménagé, on a pu libérer beaucoup d'espace. Donc l'idée est venue de tout l'espace libéré, de les occuper par des espaces de loisirs, stade, terrain de foot, terrain de basket. Il y a aussi une piste cyclable qui permet aux gens de se promener tout au long de l'oued, sur 18 km. Là, il y a des ponts, des passages qui permettent de passer d'une rive à une autre, comme on l'a vu aussi dans le documentaire, une station d'alerte contre inondation. Et des stations d'alerte contre la pollution. Oui. Le premier volet est presque achevé. Le volet aménagement, presque inondation, il est achevé. On est passé maintenant au deuxième volet, le volet dépollution. Dépollution. En point de vue d'élimination des rejets urbains, tous les projets sont lancés et sont en voie d'achèvement. Et tous les rejets de la wilaya d'Alger qui déversent vers votre Harrach vont être drainés et acheminés vers une station d'épuration qui est en fonction, qui se trouve à Barraqi, à Sederzine. Parce qu'aujourd'hui, pour rappeler juste le problème de Oued el-Harrach, c'était les déversements des industries. Je vais arriver. Je commençais par les rejets urbains. Oui. On passera après aux rejets industriels. Usés, oui. Tous les eaux usées urbains sont presque drainés et acheminés vers la steppe de Barraqi. Ils vont être traités et rejetés vers l'Oued. Soit rejetés vers l'Oued directement au niveau de la station, ou bien ils vont se pomper jusqu'à la limite de la wilaya d'Alger et reversés par l'Oued pour assurer un débitillage en cas de sécheresse. Ça, concernant la partie urbaine. Pour la partie industrielle, la wilaya d'Alger a fait une commission interministérielle composée de l'environnement, de l'hydraulique, de l'industrie, pour inciter et obliger l'ensemble des industriels de se doter d'une station d'épuration. Absolument. Mais est-ce qu'ils jouent le jeu? Ils jouent le jeu. Je vais donner des exemples. Est-ce que ça devient aujourd'hui une obligation ou est-ce que c'est laissé à leur bon vouloir? Comment ça se passe? Toute nouvelle installation qui doit se faire, elle a l'obligation de faire une station d'épuration en fonction de ce qu'elle va produire. Elle fait une station d'épuration pour s'approcher le rejet urbain qui sont traités à Barraqi. Les anciennes installations qui ne sont pas dotées, on est en train de les accompagner pour se munir des stations d'épuration. Il y a beaucoup de séminaires, beaucoup de rencontres, beaucoup d'explications. Tous les industriels sont connus, sont sensibilisés, et il y a beaucoup d'entre eux qui sont dotés de stations d'épuration qui vont être dotés. C'est un bon chemin. Ça, concernant Oued el-Harrach. Il y a un autre Oued qui est aussi important que Oued el-Harrach, qui est Oued el-Hamis. Oui, j'allais en venir à Oued el-Hamis. Je vais d'abord donner la parole à monsieur... Oui, allez-y. C'est pour toucher tous les projets du Pont Bleu, c'est-à-dire il commence à partir de stade Farhani, là où on a c'est-à-dire toute la promenade de Bab el-Oued. Donc l'idée c'est le Walid d'Alger et toute l'équipe qui travaille sur ce plan, ils ont voulu de créer toute une esplanade de Bab el-Oued, stade Farhani, ainsi de suite jusqu'à pourquoi pas jusqu'à Tamanfous. Donc c'est une belle baie nécessite d'être aménagé tout le long. Le premier projet, c'est l'aménagement du front de mer Farhani, en face du stade Farhani. Actuellement, la RN11 passe entre le stade et la côte, enfin la protection maritime. La mer, c'est-à-dire l'eau, touche les piétons. Donc on doit protéger d'abord cette rive. Deuxièmement, créer toute une esplanade pour les Algérois et les Algériens. Donc c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est l'esplanade vers Bab el-Oued, vers Qa'Assor, avec toutes les piscines en cours de réalisation, vers Qa'Assor, vers l'Amirauté et vers... qui seront alimentés par l'eau de mer pour les piscines? Oui, effectivement. En eau de mer. Et on a toute une piscine naturelle. Tous les rochers existants, ils constituent par la suite une piscine naturelle formidable. Elle est visitable actuellement. Ça enchaîne avec l'esplanade qui va relier entre Sahchouada et la pêcherie. Donc ça relie, c'est-à-dire Ketchawa, toute la ville ancienne. Ça fait un bon parcours. Sahchouada, les voûtes, directement à pied. Actuellement,
actuellement, il n'y a pas de liaison, liaison verticale. On doit passer par des escaliers pour couper la route, traverser la route vers la pêcherie. Ça, c'est le troisième grand projet. C'est un projet. Alors, qu'est-ce qui est en cours de réalisation et qu'est-ce qui est projeté? Ça, c'est en cours de réalisation, c'est la promenade sur la boulevard Mira, Kitani, ainsi de suite. C'est les piscines en cours de réalisation. Projeté en cours d'étude, et c'est-à-dire il va être lancé une fois financé. C'est le Kitani, la protection de tout autour du stade Farhani. Cette esplanade, la grande esplanade, la liaison entre Saht Chouhada et la pêcherie, elle est aussi programmée pour le lancement peut-être fin d'année 2023. Et on a aussi tout ce qui est la liaison entre Zérout Youssef. Vous connaissez que Zérout Youssef, elle est surélevée avec 2 étages par rapport à Bounata, c'est-à-dire pour créer la liaison entre les deux, que l'Algérien va bénéficier du port d'Alger, de cette beauté. Le quatrième projet, on a parlé du ça va vaporiser la marche aussi. Oui, avec une passerelle projetée entre c'est-à-dire le Hamma, Jardin d'essai et tout le couloir, c'est-à-dire le boulevard touristique, afin de relier vers la station des Salmons, vers Sablette et vers cette future, c'est-à-dire esplanade. On termine
les deux en un. Donc c'est le plan jaune et le plan, c'est-à-dire bleu, aussi le plan vert. Il participe par rapport aux Zouad, par rapport à Ben Aknoum. Ça va permettre l'arrêt de la dégradation des écosystèmes naturels. Aussi, une chose qui est nouvelle, qui sera utilisée par la ville d'Alger, c'est la réutilisation des eaux épurées des stations. On est en train de traiter des eaux, on est en train de le rejeter vers l'ouest. L'un des projets qui va être mis en service bientôt, c'est d'utiliser les eaux épurées des stations de Beni Messous pour irriguer tous les espaces verts de l'autoroute ainsi que du parc Dounia. Ce projet sera... Et tout ça, ça va gagner sur l'eau potable qu'on est en train d'utiliser et là où il y a un manque. Donc tout se fait. À Baraka aussi, tout le traité sera aussi utilisé dans l'irrigation des espaces verts sur le Harrach ainsi que tous les espaces verts de l'autoroute de l'aéroport jusqu'à Ben Aknoum sont irrigués par les eaux épurées de Baraki, sont touchés à l'eau potable. Aussi une particularité qui sera spécifique à votre Harrach, aura la possibilité de naviguer. C'est-à-dire tous les petites... J'allais revenir au sport aquatique aujourd'hui, au loisir. Une fois qu'il sera dépollué, on peut naviguer, on peut rentrer une petite embarcation de l'embouchure jusqu'à la rocade. On peut aller en bateau, petit bateau, arriver à la rocade et faire le demi-tour, faire les sports. C'est ça, ce sera le dernier mot pour terminer cette émission. Ça va aussi développer, s'ouvrir sur le sport aquatique. Les sports aquatiques, la promenade. D'autres sports, la marche, la promenade, les vélos. Donc, même, on n'en a pas parlé, mais tous ces projets, c'est pour créer une économie urbaine. Donc, tous ces projets vont booster un impact, bien sûr. Voilà. Donc l'économie urbaine, entre les commerces, le tourisme, la circulation. Il n'y a pas qu'hier, on a fait toute une visite avec toutes les ligues de sport nautique pour les installer au port de plaisance de Sablette. C'est un port formidable qui sera utilisé aussi pour le sport nautique, pour ces sports-là. Voilà. C'est ce que je disais, l'aménagement aujourd'hui d'une ville influe sur le comportement des citoyens et c'est ce que nous espérons aujourd'hui pour notre capitale. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Merci pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à mercredi prochain, Inch'Allah.